Surnommé le dernier juge, le roi de la terreur et le Night Hunter par les habitants de son monde natal Nostramo, Konrad Kurz, primarque des Night Lords, était dès ses premiers jours un être d'une sombre renommée. Il a grandi dans les rues des cités dirigées par des criminels alors que des seigneurs corrompus menaient une vie de luxe. Kurz prit donc sur lui d'exercer sa propre justice sanglante, instaurant un règne de terreur qui intimidait criminels et tyrans. Le Night Hunter apporta un certain ordre à Nostramo. Lorsque l'empereur arriva enfin, Kurz avait déjà prophétisé sa vie, son rôle de primarque et sa fin ultime, sa santé mentale ayant été mise à rude épreuve par des visions sinistres des horreurs qui allaient bientôt submerger la galaxie. Autrefois, Konrad avait été peut-être un individu majestueux. Tout dans son maintien évoquait une nature royale aujourd'hui brisée, toute grâce et toute grandeur ayant été perdues pour ne laisser qu'un prince guerrier décanté jusqu'à son noyau fatal et cadavérique. Il portait une armure noire bordée de bronze sans lustre, revêtue de la couleur de la nuit et dont chaque doigt au bout de ses gantelets se prolongeait en une lame énergisée longue comme celle d'une faux. Des crânes enchaînés s'entrechoquaient avec les plaques d'armure gravées d'inscriptions runiques, se réjouissant des massacres passés, célébrant les atrocités commises contre l'empire de l'humanité. Ses cheveux étaient longs et noirs, et ses dents aiguisées en pointe, en une parodie de sourire de vipère. La capsule de gestation de Konrad Kurz s'est littéralement écrasée sur le sombre monde de Nostramo en percutant le dense paysage urbain de la cité de Quintus, puis traversa l'écorce et la géosphère avant de finir sa course près du cœur en fusion de la planète. Cette arrivée violente laissa une cicatrice dans la strate d'adamantium virtuellement inviolable qui constituait la planète de Nostramo. Le jeune primarque survécut à ce cataclysme et apparut au milieu des décombres, seulement vêtu de la cendre et de la poussière qui barbouillait sa peau blanche. Il vit pour la première fois le ciel sans soleil qui caractérisait Nostramo et la cité de Nostramo Quintus, faite de milliers de fonderies qui emplissaient l'air de fumée nocive et où la majorité des habitants travaillaient dans les usines et vivaient dans une pauvreté des plus abjectes, tandis que les riches noyaient dans le sang toute tentative de remise en cause de ce statu quo. Sur Nostramo, les meurtres, vols et extorsions étaient le lot quotidien. La criminalité était florissante et les seules actions de maintien de l'ordre étaient les horribles démonstrations pleines de brutalité des hommes à la solde de la classe dirigeante. Nul n'échappait à la dépression ou à la répression. La vie était si abjecte que ce qui régulait la population, au final, n'était que les suicides. D'instinct, l'enfant sut qu'il trouverait d'autres créatures semblables à lui dans cette cité, et à cette simple pensée, il chercha une arme, s'emparant d'un long éclat de métal déchiqueté planté dans le sol. Il s'évanouit alors dans l'obscurité telle une ombre. Sa légende allait commencer. Il fut rapidement pourchassé par des gardes armés de fusils, évitant les balles avec une grande efficacité, se faufilant dans les rues et cachettes qu'offrait la cité. Ses poursuivants se séparèrent pour le chercher, un seul demeurant dans une ruelle. L'enfant l'étripa, les cris d'agonie rameutant les autres. Ils découvrirent leur camarade gisant dans une flaque de son sang, tous les doigts tranchés et le visage écorché jusqu'à l'os. L'enfant développa à cet instant un goût particulier pour la chair humaine. Les sanglots, le staccato des armes à feu, l'affliction et la panique étaient devenus son univers. Au milieu de la clameur de la turpitude urbaine, il avait grandi, atteint l'âge d'homme, puis évolué en autre chose, un être différent qui transcendait l'humanité. Il passa les premières années de sa vie à errer dans les rues, se nourrissant des animaux, s'élevant au sommet de la chaîne alimentaire, commençant par se nourrir de rats et d'autres rongeurs, puis des chiens, et enfin des cadavres des nombreuses victimes de la pègre de Nostramo. Le primarque se transforma en un justicier menant une croisade contre le crime.
Plusieurs figures proéminentes du crime furent d'abord portées disparues. On retrouvait leurs cadavres de criminels réputés vidés comme des poissons, et ceux de plusieurs officiels pendus par les pieds aux fenêtres de leur domicile. Le primarque n'avait pas le moindre scrupule à mettre à mort, avec une rare brutalité, ceux qui défiaient sa loi. Le peuple de Nostramo se mit à écrire à son sujet, voyant en lui une âme vengeresse, un écho meurtrier de l'âge des lois contestées, rôdant dans la cité, un fantôme de l'ancienne terre venu hanter les rues la nuit. Ils lui donnèrent un nom afin de mettre une identité sur leur peur. Bientôt, ce nom se changea en malédiction, le Night Haunter. Un exemple de cette justice sanglante fut l'exécution de nombreux nobles de Nostramo au sein d'une cathédrale bâtie à la gloire d'un faux dieu. La reine prêtresse de ce monumental édifice saignait les gens à blanc, volant leur argent, leur liberté, leur sang et même leurs enfants, tout cela pour l'honneur douteux de bénéficier de sa protection contre les autres rois et reines des rues qui faisaient la même chose qu'elle. Le primarque sut ce jour-là qu'il devait se montrer au grand jour, comprenant que tôt ou tard il serait celui qui dirigerait ces gens qui n'étaient à ses yeux que des lâches soumis à leur maître. Lors de la procession, il se laissa tomber depuis les hauteurs de la cathédrale devant des milliers de personnes et exécuta sous leurs yeux leur prêtresse, broyant son cœur entre ses doigts dans un froissement de viande martyrisée. C'est là qu'il vit que le peuple le haïssait autant qu'ils haïssaient leur seigneur. À leurs yeux comme à ceux de leur maître, il n'était qu'un démon. Alors il se retourna et s'enfuit sous leurs yeux effarés, en riant aux éclats. Il développa ainsi sa philosophie propre, basée sur la peur qui était la seule arme à ses yeux qui contraindrait à la docilité le peuple qui lui avait prouvé de manière éclatante qu'il était impossible de lui faire confiance pour se plier aux idéaux les plus élémentaires. Le Night Haunter avait appris tout cela en observant, en s'instruisant, en laissant ses perceptions guider son instinct sur la manière dont le monde devait fonctionner. N'ayant pas reçu d'éducation, les notions de civilisation et de culture n'avaient pour lui aucune importance. Si la dépravation de cette société le heurtait, c'était à un niveau beaucoup plus primitif et intuitif. La violence que les humains de Nostramo s'infligeaient mutuellement était contraire aux lois naturelles qui prévalaient dans la société des animaux intelligents ou non. Un peuple divisé ne pouvait s'élever, réussir ou progresser. Il leur manquait même l'unité nécessaire pour prospérer dans la haine universelle d'un ennemi commun. À défaut d'autre chose, ce genre de motivation pouvait engendrer un certain progrès, une certaine cohésion. Mais même cela, ils en étaient incapables. Leur vie n'était gouvernée que par le besoin égoïste de se voler les uns les autres et d'assassiner leurs voisins. Il n'hésitait pas à s'en prendre aux membres des familles. Il tua par exemple un vieillard qui soutirait l'argent et le sang du peuple. L'homme le supplia, ce qui agaçait le Night Haunter qui n'avait jamais compris pourquoi ceux qui avaient péché et qui le savaient imploraient sa grâce alors que l'heure du juste châtiment avait sonné. Quand sa victime lui parla de sa famille, le Night Haunter expliqua qu'il avait déjà trucidé sa femme, dont il avait pris la peau, et sa fille, car leur crime était d'avoir partagé les nombreux péchés du père. On retrouva le vieil homme crucifié à la façade d'une ancienne tour abandonnée ayant appartenu à la milice de la cité, ses orbites évidées. À force d'appliquer sa terrible justice, les gens finirent par se terrer dans leurs maisons et sortaient rarement après la tombée de la nuit et l'heure de la fermeture des fonderies. L'écho des coups de feu, les cris des blessés, les clameurs des viols et les appels des mourants ne résonnaient plus dans les rues. Les prêcheurs étaient plus discrets, les crimes mieux cachés, mais la cité n'était toujours pas libérée de leur influence corruptrice. La peur, c'était tout ce qu'il attendait d'eux, et le primarque avait fini par l'obtenir. Les seigneurs qui tenaient la populace commencèrent à se sentir menacés devant le nombre des leurs qui se faisaient massacrer, et mieux encore, à avoir vraiment peur.
Ils traquèrent le Night Hunter, mais de plus en plus souvent, les mercenaires refusaient de l'affronter, et les esprits mesquins, hommes ou femmes, qui désiraient sa mort étaient beaucoup trop lâches pour descendre dans la rue et se charger de lui en personne. Percevant que les puissants se mettaient sérieusement à s'en prendre à lui, le Night Hunter décréta que l'heure de son avènement avait sonné. Finalement, le Night Hunter rencontra les derniers nobles de Nostramo afin de sceller une alliance. Assis sur un trône de ministre, il leur expliqua qu'il s'était de fait emparé de leur cité, le peuple le craignant plus qu'il ne les craignait eux. Il proclama que son rôle était d'élever les habitants de ce monde sauvage à celui d'êtres civilisés. Il leur expliqua sa philosophie basée sur la peur, gage de sécurité et de paix au prix certes de la liberté. Un noble courageux dénommé Balthus dénonça le régime proposé par le Night Hunter, n'y voyant que de la terreur pure. Le crime était puni mais d'une mort atroce, quelle que soit la nature du crime ou l'importance de l'infraction. Le peuple de Nostramo Quintus vivait dans le silence de peur qu'une seule parole prononcée contre le Night Hunter ne se traduise par une sentence de mort quasi immédiate. Le Night Hunter appréciait Balthus en qui il voyait du potentiel. Il révéla qu'il était un émissaire de la civilisation et qu'il revêtait les péchés de Nostramo pour permettre à son peuple d'avancer. Il proposa d'utiliser la paix qu'il avait de force imposée pour permettre de nourrir le progrès. Pour atteindre cette illumination, une seule condition fut évoquée par le Night Hunter: devenir le roi de Nostramo. Les nobles seraient associés à son règne et ils finirent par accepter. Le règne du Night Hunter, devenu le roi sombre de Nostramo, dura des décennies. Durant cette période, le Night Hunter ne chassa plus. Le temps lui en avait ôté le désir. Nostramo Quintus était devenu une ruche silencieuse, illuminée par le progrès et les éclairages plus matériels des réverbères et des phares et balises. Durant ces décennies, la planète ne connaissait plus aucun crime ni péché. Le Night Hunter régnait avec une justesse de jugement inégalée jusqu'au moment où il découvrait qu'un délit avait été commis. Alors il s'employait à traquer le coupable puis le mutilait. Cette somme inattendue de sagesse bienveillante et de vengeance répugnante poussa la population vers l'honnêteté et une efficacité nouvelle. Les ultimes vestiges de résistance s'étaient éteints, étouffés peu après qu'il ait commencé à diffuser ses mutilations sur les écrans disponibles dans chaque foyer, qui transmettaient les hurlements de ses victimes via le réseau planétaire de communication. Ces exécutions enregistrées dans sa salle du trône mirent un terme aux ultimes velléités criminelles. Le peuple de Nostramo savait que le Night Hunter n'hésitait jamais à redescendre dans les rues à la plus légère provocation. Aiguillonnés par la peur, les dernières âmes réfractaires avaient fini par accepter le salut qu'il leur offrait. Nostramo Quintus, capitale du monde sans soleil, finit par se développer. Sous le règne du Night Hunter, les exportations d'adamantium avec les planètes proches avaient atteint des niveaux inégalés, tout comme les profits qu'elles engendraient. Ces fonderies et ces forges brûlaient plus fort que jamais, tandis que ces raffineries et ces usines de traitement s'étendaient de plus en plus, et que ces mines plongeaient toujours plus profondément dans les tréfonds de la précieuse croûte planétaire. Chaque soir, à l'heure du couvre-feu, la cité s'endormait dans une sérénité absolue, et à l'aube, les ouvriers sortaient dans la maigre clarté du soleil mourant pour s'en aller répéter l'immuable cycle du labeur. Et un jour, debout à côté des gargouilles de pierre grimaçantes qui ornaient le balcon de la tour anonyme qu'il considérait comme son palais, le Night Hunter observa sa cité, et il sut qu'il arrivait pour l'emmener avec lui. Une flotte de guerre approcha un jour de Nostramo et un être majestueux accompagné de 4 demi-dieux descendit sur ce monde d'obscurité. Toute la cité de Nostramo Quintus pleura au passage de ce qui fut baptisé la délégation de la lumière. Aucun des hommes, femmes et enfants rassemblés le long des rues ne put retenir ses larmes devant le spectacle de ces étrangers descendus parmi eux sous un ciel embrasé par les fausses étoiles allumées
par les réacteurs de leurs gigantesques vaisseaux spatiaux. La somptueuse parade défila lentement. Les étrangers s'avancèrent en immenses phalanges en formations successives, chacune portant des armures à leurs couleurs noir, bronze, pourpre royal et gris terreux. À leur tête marchait le soleil incarné, un dieu ayant pris forme humaine, une divinité dont l'âme flamboyante ne pouvait être contenue par un simple carcan de chair et d'os. La cécité récompensait tous ceux qui osaient poser le regard sur lui, et jusqu'à la fin de leur jour, ils ne verraient plus rien d'autre que l'image de ce dieu vivant gravé en lignes de feu sur leur rétine morte. Muets de terreur respectueuse, les yeux écarquillés, les millions d'habitants de Nostramo Quintus admirèrent l'invasion de ces soldats venus de mondes lointains. Le silence était si absolu, si profond, qu'il en devenait presque surnaturel. Au cœur de la cité, le Night Hunter les attendait. Le dieu incandescent s'avança et les 4 géants le suivirent. Le premier était vêtu d'or ouvragé à la chevelure blanche. Il se présenta devant le Night Hunter comme étant Rogaldorn. Le Night Hunter ne répondit rien, mais en esprit, il vit le géant dans un sombre tunnel, plier le genou sous l'assaut d'une centaine de meurtriers et mourir sous leurs poignards et leurs épées gluantes de son sang. Le second portait une armure grise gravée de 1000 paroles et maximes dont les lignes s'enroulaient en arabesque. Cela donnait l'impression de se trouver devant l'œuvre d'un érudit qui aurait choisi d'exercer sa plume sur une pierre immense. Lui aussi inclina la tête, qu'il avait rasée et tatouée d'écritures comme son armure, mais dont les lettres étaient d'or sur sa peau brunie. Il se présenta comme étant Lorgar Aurelian. Le Night Hunter conserva le silence, mais il eut la vision de ce guerrier couronné de feu psychique, hurlant des imprécations à la face d'un ciel embrasé. Le troisième géant portait une armure rivetée, d'un noir profond. Il avait des bras couleur d'argent, mais aussi finement dessinés et déliés que des membres de chair vivante. Quant à sa voix, elle avait un timbre métallique et grondant et résonnait comme les entrailles d'une fonderie. Il se présenta comme étant Ferrus Manus. Le Night Hunter garda le silence. Il voyait le guerrier décapité, la main gantée de métal d'un autre guerrier soutenait sa tête, les doigts enfoncés dans ses orbites vides et son corps oublié gisant sur la terre imbibée de sang d'un champ retourné par les chenilles d'engins de guerre. Le dernier géant avait une armure violette, couleur d'un coucher de soleil sur un monde inconnu des humains. Lui aussi avait une chevelure blanche comme le premier, mais longue et élégante, là où celle de son compagnon était courte, coupée de manière pragmatique. Il fut le seul à lui sourire et à le regarder dans les yeux avec cordialité. Il se présenta comme étant Fulgrim. Le Night Hunter garda le silence, mais les images qui lui apparurent étaient estompées, à peine discernables, une chimère d'un ancien mythe, ondoyante et rieuse, jamais totalement visible. Enfin, le dieu rayonnant s'avança, bras grands ouverts. Lorsqu'il ouvrit la bouche pour lui parler, le Night Hunter fut frappé avec autant de force qu'une lance plongée en plein cœur. Il se vit le cœur percé et la gorge tranchée. Il tomba à genoux, haletant, cherchant une respiration qui se refusait à lui. La douleur s'évanouit en un battement de pouls et la santé mentale lui revint lorsque l'empereur posa sa main sur sa tête. Le Night Hunter leva les yeux vers l'empereur, sachant alors que cet être serait responsable de son futur assassinat. L'empereur le nomma avec un nom inconnu sur Nostramo, Konrad Kurz. Kurz rejeta ce nom, considérant que Night Hunter était sa véritable identité et annonça à son père qu'il savait déjà ce qu'il projetait pour lui dans l'avenir. Konrad Kurz quitta Nostramo en laissant Balthus gouverner la planète en son nom durant son absence. Le primarque intégra la Grande Croisade, s'adaptant très rapidement aux enseignements de l'Imperium, même s'il demeurait austère et silencieux en présence de ses frères primarques. Il eut pour tuteur Fulgrim, primarque des Emperor Children's,
et il assimila à la perfection les doctrines complexes des légionnes Astartes avec une aisance étonnante. Très vite, Konrad Kurz reçut le commandement de sa légion Space Marine, la 8e, qu'il baptisa les Night Lords. Il fit la démonstration de sa conception de l'art militaire, tandis que sa légion s'adapta à ses tactiques avec intelligence et dévouement. Mais bien qu'il excellât sur les théâtres des affrontements, il demeurait totalement imperméable aux subtilités de la négociation et des pourparlers, car il ne lui venait même pas à l'esprit de faire usage d'autre chose que de la force pour atteindre ses objectifs. Il faisait souvent usage d'une brutalité exagérée, affirmant par la suite qu'en massacrant un adversaire au vu et au su de tous, ceux qui l'observaient n'oseraient pas se détourner de la voie, et qu'une présence physique n'était alors plus nécessaire au maintien de la juste loi. Lors de ses premières années de guerre, Kurz massacra les ennemis de l'humanité sans la moindre pitié, au point qu'Horus affirmera à la fin de la Grande Croisade, durant sa convalescence après la bataille de Davin, que le Night Hunter était d'un naturel sombre et renfermé, mais qu'il savait se rendre très utile si on souhaitait qu'un empire extraterrestre salisse son pantalon avant d'être pris d'assaut. Très tôt, le Night Hunter fit un usage excessif de la force. Il mena par exemple ses meilleurs combattants contre un temple dédié au culte d'une divinité sur un monde agricole qu'il réduisit à l'état de cendre. Une autre fois, il fit bombarder un continent entier juste parce qu'un culte avait été découvert sur une île isolée. Kurz encourageait ses troupes à décorer leurs armures de symboles de mort pour renforcer toujours plus leur réputation déjà terrifiante. Cette stratégie porta ses fruits au point que la simple rumeur d'une intervention des Night Lords ou la seule mention de sa présence dans un système suffisait à garantir le paiement de la dîme et faisait cesser toute activité illégale, les habitants allant même jusqu'à tuer leurs enfants porteurs de difformités plutôt que de risquer une purge menée par le sinistre primarque. Mais au fil du temps, les autres primarques se mirent à considérer comme suspect le comportement du Night Hunter, car il conservait une certaine distance et ne partageait que rarement les joies de la camaraderie. Un autre cas de l'application criminelle de Kurz et de ses massacres spectaculaires fut celui perpétré contre une population abumène lors de la conformité d'un autre monde. Le primarque invita une commémoratrice, Arès, à être témoin de sa vision de la guerre et de sa cruelle application. La commémoratrice souhaitait voir la réalité de la Grande Croisade, et après l'avoir juché au bord du Nightfall, son vaisseau amiral, Kurz demanda à ses vatards de l'escorter sur la planète lors de l'assaut. Après avoir été séparé du premier capitaine et témoin de la violence de la guerre, la commémoratrice Arès finit par être retrouvée et amenée devant le Night Hunter qui avait rejoint la surface. Debout sur un parapet avec le primarque, elle vit les Night Lords escorter des milliers d'habitants en file indienne, dirigés vers de nombreux cratères ayant la forme d'une caldeira d'un volcan, d'où s'échappait l'énergie géothermique de la planète. Là, les malheureux étaient jetés vivants. Pourquoi gaspiller les munitions ? Le Night Hunter demanda à la commémoratrice scandalisée de ramener les enregistrements de ces effroyables massacres sur Terra, afin que les seigneurs du Monde Trône sachent ce qu'était la Grande Croisade. Il demanda ensuite le retour des enregistrements, afin de pouvoir les montrer aux populations des futures planètes qu'ils attaqueraient, afin de leur donner une idée du châtiment d'une éventuelle résistance. Tel était le prix de la conformité pour Kurz. Avec les pertes inévitables suite aux campagnes de la Grande Croisade, le Night Hunter fit venir de nouvelles recrues de sa planète natale, Nostramo. Kurz était alors convaincu qu'ils œuvreraient pour le bien de l'Imperium avec ce dévouement dont ils avaient fait preuve quand ils étaient ses sujets. Mais ce qu'il ignorait à ce moment, c'est que le gouverneur impérial Balthus avait été assassiné par le comte Ashkar Skrayvok, à la tête d'une coalition des grandes familles criminelles de Nostramo, dirigeant une révolution qui renversa le gouvernement impérial. Profitant de la longue absence du Night Hunter, ces grandes familles considéraient qu'il était temps de revenir au bon vieux temps de leurs arrière-arrière-grands-parents. Le Night Hunter parti, la peur qu'il inspirait disparut,
Et bien vite, les anciens dirigeants de Nostramo complotèrent, menant à ce coup d'État. Les 107 cartels qui prirent le pouvoir imposèrent aux derniers représentants impériaux un système qui allait pourrir de l'intérieur la 8e Légion. En échange de la perception intégrale de la dîme en adamantium et en hommes pour la Légion, le nouveau gouvernement restera en place. Mais la nature de ces nouvelles recrues changea. Au lieu d'envoyer les meilleurs, le nouveau gouvernement de Nostramo envoya les pires tueurs et criminels, vidant les prisons. Grâce à des contacts à l'intérieur même de la Légion des Night Lords, tel le Space Marine Gendor Skyvok, un ancêtre d'Ashkar Skyvok, ces criminels devinrent des Space Marines. Et peu à peu, au fil du temps, le phénomène s'aggrava. Des cultes guerriers émergèrent à l'arrivée de ces recrues et les épisodes de massacres de populations sans défense perpétrés par les Night Lords connurent un accroissement constant. Konrad Kurz était tellement avide de concrétiser la vision de l'empereur qu'il les avait juste marginalisés au lieu de les purger. Il ne s'était appuyé que sur les éléments les plus fiables comme Sévatar et d'autres capitaines qui eurent toute l'attitude pour mener la guerre à leur guise, du moment qu'ils accomplissaient les objectifs qu'il avait fixés. Le primarque n'avait pas suffisamment prêté attention à leurs méfaits et quand il prit conscience de la pourriture de la 8e, elle s'était déjà profondément enracinée dans le cœur de nombreuses compagnies. Des serfs de la Légion commencèrent à se faire traquer de même que des officiers humains de la flotte de Kurz. Ils se faisaient massacrer par ces psychopathes au pouvoir post-humain. Les capitaines Night Lords d'avant le coup d'État sur Nostramo ou d'origine terrane n'avaient plus guère d'autorité, voire étaient moqués par les Night Lords issus des prisons de Nostramo. Les Night Lords corrompus se couvraient l'un l'autre pendant les enquêtes pour trouver les coupables difficiles à mener. Kurz finit par lui-même enquêter, analysant le génotype, l'origine, le casier judiciaire de ses recrues et comprenant qu'il était trop tard pour sauver sa légion. De même, le primarque dut appliquer des exécutions sommaires contre les rebuts de la 8e, comme lors du châtiment de Karinae, où il fut témoin du comportement criminel de certains de ses Night Lords novices. Il appliqua sa justice comme quand il était le croque-mitaine de Nostramo, les mutilant et massacrant sans pitié. C'est lors de cet épisode que Sévatar rejoignit son primarque, inquiet de sa disparition, et que Corvus Corax apparut à son tour, accompagné de ses Ravengard. Le seigneur Corbeau exprima son dégoût sur les méthodes barbares de Kurz, et seule l'intervention de Sévatar empêcha une confrontation entre les deux demi-dieux. Suite au départ de Corax, Kurz révéla indirectement à Sévatar qu'ils affronteraient bientôt leur frère, tout comme il savait quel destin attendait son fidèle premier capitaine. Il ordonna par la suite un intense bombardement afin de faire croire que les Night Lords exécutés avaient péri lors des combats et non de sa main. Il ne voulait pas que cette situation soit connue de l'Imperium. En effet, les méthodes de guerre du primarque étaient, à la fin de la Grande Croisade, plus que jamais surveillées, au même moment où sa légion était remplie de la pire engeance du genre humain. Alors que le Night Hunter et sa légion se dirigeaient vers un système dénommé Shero, le primarque convoqua Sévatar dans ses quartiers privés. Devant son fidèle premier capitaine, il annonça avoir pris la décision de châtier Nostramo afin d'arrêter définitivement le pourrissement de sa légion. Sévatar le soutint dans sa décision. Kurz soupçonnait que Balthus avait été renversé et que cela ne pouvait qu'expliquer la corruption rampante des Night Lords. La punition décrétée par Kurz portait un nom, Exterminatus. Mais il savait que les autres primarques ne comprendraient pas et qu'ils tenteraient de l'arrêter. Kurz ne voulait pas perdre des mois voire des années en enquête et à devoir présenter des preuves, car même s'il parvenait à les convaincre, il tenterait d'imposer une nouvelle soumission. Dans l'intervalle, les responsables auraient fui Nostramo et la justice aurait été bafouée. Pour punir Nostramo, il fallait agir vite. La destruction de son monde natal fut décidée après la pacification de Shero. Dans le même temps, Kurz prit sur lui la décision de parler à ses frères de ses visions, celle d'une guerre fratricide qui plongerait l'humanité dans un âge sombre.
Après la pacification de Shiro, qui vit les Imperial Fist, les Emperor Childrens et les Night Lords briser après 8 mois de combat les défenses d'une coalition humaine belligérante qui résistait à la venue de l'Imperium, les choses dégénérèrent. Rogaldorn s'insurgea contre les massacres de la 8e Légion. Au milieu des ruines argentées d'osmium où se trouvaient les bûchers funéraires des vaincus, Kurz avait ordonné à ses hommes d'exécuter les prisonniers. Entre-temps, Kurz avait révélé à Fulgrim les terribles visions qui le tourmentaient et de l'avenir qu'il apercevait. Le Phénicien répéta à Dorn ce que Konrad Kurz lui avait raconté. Une nouvelle et violente altercation eut lieu plus tard entre Kurz et Dorn lorsque ce dernier débarqua dans les quartiers du Night Hunter, furieux. Tout dégénéra d'une manière ou d'une autre, et Kurz blessa grièvement le primarque des Imperial Fist. Il fut alors consigné dans ces quartiers et gardé sur ordre de Fulgrim et de Dorn par des Astartes issus de la garde phénicienne et des Imperial Fist. Craignant le jugement qui risquait de s'abattre sur lui et ses fils, supposant avec raison que tous ceux qui étaient révulsés par lui, sa légion et ses méthodes, soit à peu près tout le monde, en profiteraient pour les démanteler. Ses soupçons s'accentuèrent lorsqu'il apprit qu'il était question que toute la 8e Légion soit rappelée vers Terra pour y rendre des comptes. Le Night Hunter massacra les sentinelles de ces quartiers et ordonna aux Night Lords de mettre le cap sur Nostramo afin d'appliquer son juste châtiment. Arrivé en orbite de Nostramo après un voyage dans le Warp houleux, Konrad Kurz ordonna le tir des armes de destruction massive contre son monde natal. Malgré des mutineries qui furent écrasées dans le sang par Sévatar et les Atramantars, les obus plongèrent vers la planète, vers la faille créée par Kurz quand il s'était écrasé au cours de la longue nuit de Nostramo. Sous la voûte nuageuse bouillonnante, un lac de magma se déversa à la surface, si énorme que la lumière qu'il dégageait était visible à travers les nuages qui le surplombaient. Nostramo explosa, ne laissant plus qu'un champ d'astéroïdes d'adamantium. À la suite de cet acte effroyable, le Night Hunter sombra dans la folie, sa légion commettant les pires atrocités qui soient, se complaisant dans le sadisme physique et la torture psychologique. Le Night Hunter ne se battait désormais plus pour l'empereur et son aspect changea également. Ses lèvres disparurent, sa silhouette se courba et ses mains noueuses cédèrent la place à des doigts griffus. Sa légion était quasi renégate, mais lorsque l'édit exigeant une enquête et une investigation sur les Night Lords fut proclamé, la trahison d'Horus avait éclaté. Horus s'était rebellé contre l'Imperium. En plus de ses Sons of Horus, les World Eaters d'Angron, la Death Guard de Mortarion et les Emperor's Childrens de Fulgrim s'étaient ralliés aux maîtres de guerre. Kurz et ses Night Lords rejoignirent les World Bearers, les Iron Warriors et l'Alpha Légion à Is-25. Il participa au conseil de guerre organisé par Lorgar Aurelian sur le Fidelitas Lex, le vaisseau amiral du primarque des World Bearers, réunion qui scella l'alliance entre les 4 légions renégates et confirma leur soutien à Horus avant l'assaut sur Is-25. Durant ce conseil, les participants furent témoins de la déchéance physique du Night Hunter qui semblait brisé et plus cadavérique qu'autrefois. Il analysa un hololithe lui montrant l'équilibre des forces engagées avant d'ordonner à sa première compagnie de se joindre aux Iron Warriors pour la phase initiale. Le Night Hunter participa aux tueries sur Is-25, dont furent victimes les Iron Hands, les Salamanders et la Raven Guard, leurs primarques respectifs à leur tête. Durant le carnage, Lorgar Aurelian se retrouva à devoir affronter Corvus Corax qui parvint à lui enfoncer ses griffes éclairs dans le ventre. Alors que l'Urizen allait être achevé par le seigneur Corbeau ivre de vengeance, Kurz intercepta le coup avec ses propres griffes éclairs, sauvant Lorgar d'une mort certaine. Tout en souriant à Corax, le second gantelet de Kurz se ferma sur le poignet de son frère afin de l'empêcher de s'envoler. Mais Corax parvint à se libérer de l'étreinte du Night Hunter et s'échappa. Puis, Kurz abaissa ses yeux vers Lorgar qui le remercia de lui avoir sauvé la vie.
Pour toute réponse, le Night Hunter l'insulta, ne voyant en lui qu'une mauviette, allant jusqu'à cracher à ses pieds. Ces mots se perdirent quand il vit le Galvorback, les Space Marines du chaos possédés des Worldbearers. La vue d'une telle corruption le répugna au plus haut point. Suite à la victoire sur X-25, le Night Hunter rejoignit les autres primarques en haut d'une immense estrade mise sur pied dans la dépression d'Urgal, d'où le maître de guerre se déclara empereur légitime de l'humanité devant les milliers de Space Marines acquis à sa cause. Il participa ensuite au conseil d'Horus sur le Vengeful Spirit, réunissant les primarques félons. Horus y établit la stratégie globale de chacune des légions renégates. Après avoir été témoin de l'incident qui vit Lorgar attaquer Fulgrim, le Risen ayant découvert la possession du Phénicien par un démon, Kurz reçut pour consigne de rejoindre avec sa flotte la planète de Tsagwalza, un monde isolé de la bordure orientale, dans l'ombre d'une grande ceinture d'astéroïdes. De là, les unités des Night Lords y mèneront une campagne génocidaire contre les bastions impériaux de Heroldar et Tramas, des systèmes qui, s'ils n'étaient pas pris, laisseraient la frappe contre Terra vulnérable à une attaque de flanc. Le système de Tramas revêtait une importance particulière car il s'y trouvait un certain nombre de mondes forges du Mechanicum demeurés loyaux à l'empereur. Arrivé dans le secteur de Tramas, Konrad Kurz et sa légion commencèrent une violente lutte contre les Dark Angels commandés par le primarque Lionel Johnson. Cette guerre allait durer 3 années. Au 24e mois de cette campagne, Kurz arrangea une rencontre sur le monde de Tsagwalza. Accompagné de Sevatar et de Shang, il rejoignit le lion qui était escorté par 2 de ses champions, le capitaine Alaios et le paladin Korsvein. Le Night Hunter expliqua à son frère qu'il ne lui permettrait jamais de rallier Terra et que l'absence du lion pour la défense du monde trône sera objet d'interrogation et de remise en doute sur sa loyauté dans les temps futurs. Pour toute réponse, le lion dégaina justement son épée et se jeta habilement sur Kurz. Le duel entre les 2 primarques fut court et extrêmement violent. Alors que Sevatar décapitait Alaios, Kurz reçut une blessure au niveau du ventre et toisa son frère, invoquant une possible trahison des Dark Angels dans le futur, avant de mettre le lion à terre et de l'étrangler. Seule l'intervention de Korsvein mit un terme au duel, le courageux Dark Angels parvenant à plonger son épée dans le dos du Night Hunter pour sauver son père génétique. Korsvein tenta d'étrangler avec une chaîne Kurz qui se débattit pour chasser le Space Marine de son dos, parvenant finalement à le jeter sur un pilier. Tout s'arrêta quand les Astartes des 2 légions débarquèrent simultanément et accompagnés de ses 2 lieutenants, Kurz se replia. Bien plus tard, la croisade de Tramas prit un tournant subitement tragique pour Kurz et les Night Lords. Grâce à l'appareil conscient Tuchulka que Lionel Johnson avait récupéré sur le monde Perditus, la première légion exécuta une embuscade minutieusement planifiée contre la flotte des Night Lords qui parvenait à éviter tout affrontement majeur depuis trop longtemps. La 8e légion fut mortellement touchée, perdant 25% de sa flotte et un quart de ses membres. Le Night Hunter affronta le lion de nouveau mais fut cette fois grièvement blessé et sombra dans le coma. Ce fut le premier capitaine Sevatar qui prit le commandement et qui rapatria Kurz sur son vaisseau amiral, le Nightfall. Sevatar réorganisa sa légion et, comprenant leur défaite à Tramas, ordonna la dispersion des Night Lords. Il tenta de réveiller Kurz plongé dans ses rêves. Le primarque revivait sa jeunesse sur Nostramo, sa prise de pouvoir et sa rencontre avec son père. Puis, rejoint par Sevatar, le Night Hunter conversa avec lui dans ses souvenirs. Il constata que Sevatar avait mis fin à sa volonté de réprimer son talent psychique et lui révéla qu'il mourra un jour au combat. Son premier capitaine lui demanda pourquoi il détestait sa légion. Étonné de cette question, le Night Hunter lui rappela qu'ils étaient pour la plupart que des scélérats et des meurtriers. Il se remémora ses années de règne sur Nostramo, et de ce peuple qu'il avait réussi malgré sa culture de gang à élever à un certain niveau de civilisation pour replonger dans le crime
à peine qu'il fut parti conquérir les étoiles. Il se disputa à la fin avec Sévatar qui critiqua subitement les actions de Kurz qui, malgré tous ses beaux principes, n'avait offert que peur, torture et terreur à la population de Nostramo au nom de la justice et qu'il y avait pris goût. Agacé, le Night Hunter chassa Sévatar de son esprit. Plus tard, le primarque revint finalement à lui, et alors que la flotte des Night Lords cherchait à forcer celle des Dark Angels pour s'échapper, Kurz rassembla son élite Terminator et aborda l'Invisible Reason, le vaisseau amiral de Lionel Johnson. Il ordonna par Vox à Sévatar de le rejoindre. Il combattit encore une fois le lion, mais constatant que ses guerriers étaient battus et finalement capturés, notamment son fidèle premier capitaine, il s'échappa dans les entrailles du vaisseau du lion. Sa légion était alors définitivement brisée. Suite à la croisade de Tramas, un jeu de chat et de la souris se mit en place entre le lion et Kurz. Le primarque des Dark Angels traqua sans succès le Night Hunter caché dans les sinistres recoins de l'Invisible Reason, malgré le ratissage complet du navire pont après pont. Le Night Hunter tua tous ceux que le lion lui envoya, laissant leurs cadavres suspendus en guise d'avertissement, leurs têtes dans des sas en guise de message, leurs vestiges sanguinolents cloués à des étançons interponts, empalés sur des tuyaux comme autant de promesses. Il força son frère à le prendre en chasse personnellement. En même temps, les Dark Angels mirent le cap sur Macragge, siège du nouvel Imperium Secundus mis en place par Robert Guilliman, qui ambitionnait de conserver le rêve de l'empereur en maintenant une structure impériale centrée sur le domaine d'Ultramar. Kurz se retrouva traqué dans tout Macragge Civitas, la capitale de la planète de Guilliman. Mais lui aussi traquait des proies, le seigneur d'Ultramar et celui de Caliban en personne. Il massacra de nombreux Space Marines, narguant dans les ombres les loyalistes et commettant de nombreuses atrocités avant de se retrouver en face de l'Imperial Fist Alexis Pollux dans la chapelle du Mémorial, lieu qui permettait de communiquer avec un Iron Warriors loyaliste qui se trouvait lui-même sur le monde de Sota pour étudier une machine Xenos baptisée le Pharos et qui permettait de communiquer en instantané, comme un hologramme, malgré la distance avec Macragge. Dantioche fut témoin du danger qui menaçait Pollux, incapable de localiser le Night Hunter qui semblait faire un avec les ombres. Il guida l'Imperial Fist du mieux qu'il put alors que Kurz jouait avec lui. Puis Guilliman et le lion arrivèrent à leur tour, obligeant le Night Hunter à les affronter. Mais durant le duel, il dissémina 75 grenades sur le pourtour des plafonds de la chapelle qui explosèrent, condamnant les deux primarques loyalistes à périr, mais qui furent sauvés par Dantioche et Pollux qui le transférèrent sur Sota grâce au Pharos. Quelque temps plus tard, le triumvirate composé de Sanguinus, Guilliman et le lion se mit en place et dirigea l'Imperium Secundus. Le lion était persuadé que Kurz s'était enfui de Macragge et il lança une chasse à l'homme dans tout Ultramar afin de mettre à terme définitif au crime du Night Hunter. Une fois que le lion partit traquer Kurz, Guilliman apprit que Sota et le Pharos étaient attaqués par des milliers de Night Lords, persuadant le fils vengeur que c'était l'œuvre du Night Hunter. Guilliman partit avec une force armée en aide aux assiégés sur Sota. Seul demeurait Sanguinius. Kurz profita de l'absence du grand ange pour s'infiltrer dans sa salle du trône. Ayant vaincu et mis à terre Ascaelon, le capitaine de la garde sanguinienne, il utilisa le dispositif de communication du Blood Angels pour rappeler Sanguinus dans la salle du trône. Quand le grand ange débarqua, Kurz l'attendait, assis sur son trône, et le corps inerte d'Ascaelon à ses pieds. Le Night Hunter rassura Sanguinius. Il ne cherchait pas à le tuer, mais voulait discuter avec lui concernant le don des visions sur le futur qu'il partageait avec lui. Sanguinius ne voulait rien entendre et affronta Kurz. Possédant tous deux la capacité de prévoir les coups futurs de l'autre, le combat fut un match nul pathétique. Le Night Hunter prouva ainsi que sa vie n'était que prévisibilité à cause de ce don maudit. Il questionna son frère méfiant s'il pensait que leur dispersion dans la galaxie, alors qu'ils étaient dans leur capsule d'incubation, était un hasard ou non.
À ses yeux, cela était une justification pour expliquer le fait qu'il n'était qu'un monstre. Il se moqua durant toute la conversation de Gilliman et de son ambition de créer un univers parfait et ordonné, apprenant à Sanguinius qu'il se cachait dans les quartiers illyriens, population originaire des terres d'Illyrium et historiquement déshéritée par le pouvoir central. Plus troublant, il affirma que la défection d'Horus était ce que l'empereur souhaitait. Pris par une soudaine passion, il cria sa rage d'avoir connu qu'une vie de misère et d'avoir grandi dans un enfer, d'avoir tenté de changer cet état des choses, mais que rien ne semblait pouvoir changer sa nature et celle des hommes. Il révéla à Sanguinius la vérité sur le Warp, l'existence des démons et le fait que l'empereur savait tout. Mais Sanguinius ne semblait pas vouloir l'écouter, l'accusant d'avoir attaqué le Pharos. Kurz fut étonné et sincèrement surpris. Lui qui avait abandonné sa légion à Tramas ne savait rien des événements sur Sota. Il apprit à son frère choqué qu'il était au courant de la malédiction génétique qui touchait ses fils et qu'il était allé dans le Warp, happé par un démon, découvrant la vérité sur les ambitions de l'empereur et un futur cataclysmique qui ferait passer l'hérésie d'Horus pour une escarmouche. Changeant de sujet, il implora Sanguinius de lui dire si ce dernier pensait qu'il était le plus digne d'être le maître de guerre. Sanguinius répondit qu'il ne l'était pas, ce qui fit rire Kurz, voyant ce qu'Horus était devenu. Il demanda à Sanguinius de lutter afin de prouver que ses visions étaient véridiques et qu'il mourrait par la volonté de l'empereur et non de la main de son frère Angélique. Sanguinius faillit l'abattre, mais retint au dernier moment son geste, exprimant la pitié que Kurz lui inspirait. Cela enflamma une rage chez Kurz qui cette fois se déversa sans retenue. Il trancha le bras d'Ascalon, activant ainsi la veille automatique intégrée au gantelet du Blood Angels, ce qui déclencha une explosion dans l'antichambre, soufflant les portes vers l'intérieur et anéantissant la garde sanguinienne qui s'activait derrière pour venir en aide à leur primarque. Sanguinius fut projeté en arrière par l'onde de choc qui lui fit percuter son trône. Le Night Hunter jeta par la suite Ascalon par le rempart, forçant Sanguinius à s'envoler pour le secourir, le sauvant finalement au dernier instant. Quand le grand ange revint dans la salle, Kurz avait disparu. Finalement, le lion retrouva Kurz après des mois de traque, le saisit de ses mains et lui brisa le dos. Un procès fut instauré pour le juger, mais Kurz en profita pour révéler à Gilliman et à Sanguinius présents les actes commis par le lion en Illyrium. Celui-ci fut chassé par Sanguinius alors que Gilliman brisa lui-même l'épée du lion en deux. Humilié, Lionel Johnson s'apprêtait à partir lorsqu'il réalisa que les paroles que Kurz lui avait dites durant leur dernier duel prophétisaient la survie de Terra et de l'empereur. Alors que Sanguinius s'apprêtait à exécuter Kurz sous les yeux de Gilliman, le lion se téléporta dans la salle du trône, et alors que des Space Marines arrivaient pour protéger Sanguinius, le lion implora pour que Kurz soit épargné, révélant les paroles du Night Hunter dont les visions s'étaient révélées au final véridiques. Le Night Hunter ayant prédit lors de sa capture par Johnson que son épée serait bel et bien brisée. L'Imperium Secundus fut aboli et Konrad Kurz fut épargné lorsque tous comprirent que l'empereur avait survécu. Une vaste campagne afin de rallier au plus vite Terra menacée par les armées du maître de guerre fut lancée par les trois primarques. Konrad Kurz fut enchaîné solidement dans un profond cachot à bord de l'Invisible Reason. Le lion tenta de l'interroger tandis que Kurz lui réaffirma qu'il n'atteindrait jamais Terra à temps, comme ses visions le lui avaient montré. Néanmoins, le lion perçut un instant d'incertitude chez le Night Hunter, comme si lui-même avait un doute sur la véracité de ses visions. Il resta enfermé dans son cachot pendant tout le voyage qui vit Sanguinius, Gilliman et le lion connaître un dangereux et violent périple à travers la tempête de la ruine. La monumentale tempête Warp, qui isolait la bordure orientale du reste de l'Imperium, les menaçant jusqu'à Davin, l'astre maudit sur lequel Horus Lupercal fut corrompu. Sanguinius fut à ce moment assailli par des visions du futur. Il voyait de nouveau l'avenir et sentit qu'il devait descendre sur Davin pour découvrir une vérité, à l'opposé du lion qui voulait annihiler Davin depuis l'espace. Le grand ange rendra visite au Night Hunter dans sa cellule,
qui vit et entendit les paroles de son frère Angélique avant même qu'il ne les prononce. Il sut immédiatement que Sanguinius allait le libérer et l'emmener à la surface de Davin afin de savoir quel destin les attendait sur ce monde maudit par le chaos. Mais tous deux savaient qu'ils ne périraient pas sur cet astre. Sanguinius sachant quel destin l'attendait entre les griffes d'Horus et Kurz face à son assassin. Finalement, Sanguinius assomma les 2 sentinelles d'Archangel qui surveillaient la cellule de Kurz et les 2 primarques s'enfuirent de l'Invisible Risen en courant, Kurz ne cessant de rire durant leur fuite. Sanguinius emmena avec lui le Night Hunter sur Davin avec sa légion, atteignant le Delphos, le temple où Horus fut corrompu. Rejoint peu après par Guilliman et Lionel Johnson, Kurz accompagna Sanguinius et visita le Delphos, faisant face avec ses frères à l'autel où Horus fut posé lors de son agonie qui avait permis à Erebus de le retourner contre l'empereur. C'est ici que Sanguinius comprit que le destin pouvait être altéré, que le futur ne pouvait être écrit et n'était pas immuable, à la grande différence de Kurz qui nia ses affirmations. À cet instant, un portail warp s'ouvrit, provoquant une souffrance chez Kurz lorsqu'il fixa cette faille. Alors que Sanguinius s'avança, sa voix était à peine un murmure, et il y avait dans son ton quelque chose de parfaitement étranger au Night Hunter. Ses traits étaient transformés. Il fallut un instant à Sanguinius pour reconnaître ce qu'il voyait et entendait chez Kurz. De l'horreur. L'horreur que Sanguinius puisse anéantir les fondements de toute l'existence de Kurz. L'horreur qu'il puisse prouver que le futur n'était pas écrit. Lorsque Sanguinius pénétra le portail, Kurz hurla. Sanguinius disparut, le lion secoua Kurz pour exiger de savoir où se trouvait le grand ange, ce qu'ignorait Kurz, inquiet à l'idée que Sanguinius puisse réussir. Mais une invasion démoniaque se déclencha dans le temple et dans l'espace, tandis que Sanguinius affrontait le démon Mandale dans un monstrueux vaisseau démon dans l'orbite de Davin, dans ce qui fut la seconde bataille de Davin. Kurz fut évacué par les Dark Angels sur ordre du lion, ne participant pas à cette bataille qui verra la victoire des impériaux et la destruction totale de Davin, destruction qui créa un espace à travers la tempête de la ruine, offrant une chance aux primarques de passer la tempête Warp et de rejoindre Terra. Pour Kurz, l'hérésie d'Horus prit à ce moment fin. Avant de rallier Terra, Sanguinius le fit venir enchaîné devant lui, lui expliquant qu'il devrait être emmené devant l'empereur, qui lui aurait sûrement pardonné ses crimes. Mais quand Sanguinius vit de l'espoir dans les yeux du primarque des Night Lords, il le jeta dans un cercueil de stase, refusant que Kurz puisse connaître une quelconque rédemption. Le Night Hunter fut largué dans l'espace, figé dans le temps. Dans sa capsule de stase, Kurz flotta dans le vide de l'espace durant le reste de l'hérésie. Une quinzaine d'années après la bataille de Terra et la défaite d'Horus, sa capsule fut trouvée et ramenée à bord d'un vaisseau, le Sheldrun, vieux transporteur composé d'un équipage misérable. Malheureusement pour eux, un assassin impérial était à bord du navire, se faisant passer pour un humble passager en voyage vers un système. Cet assassin impérial brisa le sceau de stase qui réveilla Kurz. Quittant sa capsule, le Night Hunter entreprit de massacrer l'équipage, apprenant au passage quelle date du calendrier il était. Il commit une véritable boucherie, profitant du fait que dans l'espace, personne n'aurait pu les entendre crier. Konrad Kurz sombra davantage dans la folie, devenant un monstre crasseux vivant au milieu d'un charnet de corps démembrés. Sachant sa fin arriver, le dernier jour de sa vie, il créa de ses mains dans la salle d'une des tours de sa forteresse une sculpture représentant l'empereur. Cette représentation était faite de morceaux de cadavres, de tissus humains, des pans de chair volés sur des êtres vivants qui constituaient l'argile du sculpteur comme de juste. Il passa de nombreuses heures sur son ouvrage, déployant des trésors de précision et de patience, même s'il n'avait plus que quelques heures à vivre. Konrad Kurz fut frustré une fois son œuvre achevée, n'arrivant pas à reproduire le visage de son père car ne parvenant pas à s'en souvenir précisément.
Il entama devant cette morbide statue un dialogue racontant sa vie, ses échecs, ses espoirs, la folie que son don de prescience lui avait affligée, le mépris de ses frères, sa déception de voir ses fils devenir des meurtriers sans foi ni loi. Il ne chercha pas à se dédouaner, reconnaissant être un monstre, mais que c'était l'empereur qui avait fait de lui ce qu'il était. Il accusa son père d'être lui-même un monstre et d'être le responsable de la folie qui s'était abattue sur la galaxie. De cette confession, le Night Hunter ne cherchait aucun pardon. Mais c'est alors qu'il entendit une voix. Cette voix était celle de l'empereur. C'était une sensation équivalente à une augmentation de la pression atmosphérique avant une tempête enflant dans la pièce. L'air ambiant acquit une épaisseur désagréable et au cœur de ce phénomène retentirent des mots venant d'une voix qui mit Kurz à genoux. L'empereur pardonna à son fils, mais rejeta ses accusations, expliquant qu'il était au-delà du jugement de son fils fou allié, qu'il était suffisamment puni pour son échec. L'empereur affirma qu'il ne voulait pas qu'il souffre, mais que sa démence et son destin avaient été altérés par ses ennemis suprêmes qui l'avaient enlevé enfant à lui. Le maître de l'humanité regrettait de ne pas avoir pu lui parler après la destruction de Nostramo, expliquant qu'il aurait pu le ramener dans le giron de la lumière. Puis il conclut que la seule et véritable erreur de Kurz fut d'avoir cru en l'immuabilité du destin, d'avoir rejeté la notion de choix qui façonne l'univers et que son refus de prendre des décisions l'avait amené à l'état déplorable qu'était devenue sa vie. Tremblant et sanglotant, Kurz détruisit l'effigie de son père, refusant d'être pardonné. Il traversa les couloirs de ces quartiers privés, vides, froids et silencieux. Le sol était envahi d'ossements et de dents qui traçaient des motifs complexes sur le sol. Des drapeaux de peau humaine pendaient en lambeaux parcheminés sur les parois. Des cadavres pourrissants jonchaient le sol, victimes des actes de violence gratuits de Kurz. Puis il pénétra dans les zones plus fréquentées où ses fils l'attendaient. Certains le saluèrent, les autres demeurèrent silencieux conformément à ses souhaits. Aucun ne tenta de stopper sa progression ni de le convaincre de faire demi-tour. Tous savaient ce qui allait se passer. Il aperçut des bribes de leur futur, tous lugubres et emplis de douleur sans exception. Le Night Hunter avait donné l'ordre que personne ne devait arrêter l'assassin qui viendrait pour lui, et que les Night Lords devaient se replier pour permettre à l'exécuteur d'accéder au Primarque. À son arrivée, l'assassin trouverait les lieux déserts. Le Primarque savait qu'une minorité de ses fils obéirait parce qu'il comprenait son objectif, mais que les autres avaient juste peur de perdre leur propre vie s'il leur prenait l'envie de défier leur père génétique. Mais un nombre substantiel n'en avait tout simplement rien à faire, car il détestait Kurz autant que lui les haïssait. En revanche, il perçut qu'il n'obéirait pas à son deuxième ordre, de ne pas chercher à se venger. Mais il savait qu'un seul de ses fils le ferait pour d'honnêtes raisons. Talos Valcoran, le chasseur d'âmes. Alors qu'il avançait vers sa salle du trône, il se convainquit que la voix qu'il avait entendue n'était pas celle de l'empereur, qu'elle n'était que l'expression de ses propres peurs et de sa folie. Il savait que ce n'était pas l'empereur, mais il savait aussi que c'était lui. Pénétrant dans les pièces attenantes à la salle du trône qui était déserte, il ouvrit lui-même la galerie hurlante, les âmes contenues à l'intérieur faisant partie des rares entités à afficher un comportement cohérent. Elles hurlaient leur douce mélopée dolente, des centaines de mortels infortunés emprisonnés à l'intérieur des murs, du plancher et du plafond, leur chair cousue à celle de leurs voisines, maintenue en vie par un mélange de science et de magie impie. Ils étaient tous conscients, ils souffraient tous, leurs yeux roulaient frénétiquement au milieu de leurs visages étirés, leur peau affichant différentes teintes, conférant aux parois un aspect chamarré. Kurz traversa lentement l'immense salle, profitant une dernière fois des hurlements. Ses bottes blindées s'enfoncèrent dans le tapis de chair tendre, brisant des nez, explosant des globes oculaires et laissant des empreintes de pas carmin sur son chemin. Avant d'entrer dans la salle du trône, il remercia les tourmentés pour la musique et referma les portes derrière lui. Il prit place dans son trône.
Ses effets personnels avaient été étalés conformément à ses ordres. Il prit la Corona Nox et la déposa sur son crâne, et se saisit également de ses autres symboles de pouvoir, les serrant contre sa poitrine à la manière des rois-dieux momifiés du passé lointain de Terra. Il s'obligea à regarder fixement les portes, adoptant une posture de martyr en attente. De minuscules lentilles fichées dans des gargouilles grimaçantes et des fresques représentant les pires tourments observaient la scène. Ces derniers instants étaient enregistrés et passeraient à la postérité pendant 10 000 ans. Aussi immobile que les statues qui l'entouraient, Konrad Kurz scruta l'entrée, ne clignant les yeux que rarement. Il se préparait à prononcer ces derniers mots qui marqueraient l'histoire. Puis, la porte s'ouvrit et M. Shen s'avança.